donc avec une vidéo concernant un match qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Et du coup, je me suis décidé à le regarder alors que j'avais pas prévu de regarder du tout Wrestle Kingdom. J'ai pas regardé tout le show. Bon, vous savez de quel match je parle puisque vous avez vu le titre de la vidéo. Je vais pas parler du tout du reste du pay-per-view puisque je l'ai pas regardé. J'ai pas beaucoup regardé la New Japan ces derniers temps, donc peut-être qu'aussi j'ai pas trop le contexte. Mais ça m'empêchera pas, je pense, de parler du match. Et il me semble de dire des choses un minimum intéressantes. Avant de parler de ça, véritablement, je vais revenir sur les réactions et les questions que j'ai eues lors de ma dernière vidéo. Et c'était la FAQ. J'ai eu beaucoup de réactions, souvent positives. Donc déjà, je remercie tous ceux qui ont réagi. Je ne lirai pas tout. J'ai sélectionné que quelques réponses pour pas faire trop long non plus. Alors je vais commencer avec une réaction de acétylsalicylique. Comme c'est une réaction qui est plutôt entre guillemets négative ou de remise en question de quelque chose, ça m'intéresse plus. Alors, il me dit, oula, j'ai un problème avec ton discours sur la lucha. Moi-même, je ne regarde pas du tout de lucha, à part Lucha Underground, mais le discours me semble assez incompatible avec le catch par définition. Tu dis toi-même, juste après, le catch, ce n'est jamais réaliste. Tu n'arrives pas à accepter que deux personnes qui aient une réelle animosité puissent, dans le contexte du match, utiliser des moves qui, dans la réalité, nécessitent une collaboration plus approfondie. Comment tu peux alors justifier tout ? Demande-moi peut-être ce que j'entends par tout, mais ça me semble assez clair. Encore une fois, le catch n'est, en dehors d'exemples extrêmes de shoot wrestling, jamais réaliste. Je pense que tu avais toi-même utilisé le terme de suspension d'incrédulité, ça s'arrête donc à tes yeux au move de type lucha. Je trouve le discours général étonnant. Alors je lui ai répondu, mais je vais pouvoir un peu plus développer cette réponse. Peut-être qu'il n'est pas le seul à avoir trouvé ça étonnant. En fait, je reviens sur justement ce que tu dis sur la suspension d'incrédulité. Je trouve que les moves de type lucha, comme tu dis, et bon, voilà, la lucha d'une manière générale, il y a certainement un tas d'exceptions, et je pense que la lucha peut-être ancienne, c'est-à-dire d'avant les années 90, c'est peut-être moins net, je sais pas trop. Je trouve que la collaboration, elle est très nette dedans. Et si je vois la collaboration, ça vient gêner ma façon de regarder le truc au premier degré, c'est-à-dire de croire que les mecs se battent. Parce que collaboration et combat, enfin combattre et collaborer, c'est quand même complètement antithétique, quoi. Donc, ça suspend mon incrédulité, c'est-à-dire que j'arrive plus à le regarder au premier degré et à me dire c'est deux mecs qui se battent. Voilà. Si toi et d'autres sont capables de faire cette abstraction-là et de continuer à avoir deux mecs qui se battent réellement malgré que ça fasse très collaboratif, j'ai envie de dire tant mieux pour vous parce que vous avez accès à plus de catch que moi. Mais je crois pas qu'on puisse reprocher à quelqu'un de pas être capable de faire cette suspension-là sur des choses qui sont, à mon sens, objectivement aussi nettement collaboratives. Je pense que c'est objectif de dire que c'est collaboratif. Et d'ailleurs, tu remets pas ça en cause, tu remets le fait que ça te gêne parce que, enfin bon, je vais pas relire ce que tu viens de dire. Je crois que c'était assez clair. Donc voilà, clairement le truc. Mais je dis pas que les gens qui sont capables de le faire sont bêtes. Au contraire, quelque part, ils sont peut-être plus forts que moi. Je pense qu'un enfant est capable de suspendre plus facilement son incrédulité, peut-être que. Et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. Ils ont peut-être un peu plus cette crédulité justement qui leur permet de vivre certains trucs que moi je peux pas, je sais pas. Donc il y a quelque chose de positif là-dedans, mais encore une fois, ce que je veux, moi, c'est surtout que quelqu'un puisse comprendre qu'on puisse ne pas adhérer à ça. C'est quand même une forme extrême, finalement, comme le shoot wrestling peut être, comme tu dis, extrême dans l'autre sens. Et beaucoup de gens n'adhèrent pas, parce que c'est trop réaliste et que du coup, ils voient pas l'intérêt. Ben là, c'est trop peu réaliste et j'arrive pas à le regarder au premier degré. Voilà. Et je pense que, même si certains regardent sûrement ça au premier degré parce qu'ils sont un peu crédules, je crois que la majorité des gens qui regardent ça ne regardent pas ça au premier degré. C'est ça mon point surtout. Et ils apprécient ça sans le regarder au premier degré, parce qu'ils regardent le catch d'une façon différente de la mienne. Voilà. Je passe ensuite, alors j'ai eu plein de réactions, je ne vais pas lire toutes les réactions de tout le monde. Il y a certaines réactions plus qui se recoupent, donc je vais en prendre qu'une, et puis voilà. Alors j'ai une réaction de Sturi de Cessal Catch, ça fait plaisir, parce qu'en plus je regarde un peu leurs vidéos, alors je regarde plutôt, il me pardonnera les vidéos de la fabuleuse histoire du catch américain. Bon, voilà. Il me dit, donc je te rassure, j'adore encore le shoot style, je suis même convaincu qu'on y reviendra progressivement dans les années à venir. Alors, je disais effectivement que pour moi le shoot style était mort et que ça donnait pas l'impression que ça allait revenir et qu'on était très rare à aimer ça. Donc si lui en fait partie, ça fait plaisir de le savoir, je pensais pas. Après moi, je suis pas convaincu qu'on y reviendra, en tout cas au Japon, dans les années à venir. Par contre, aux US, j'ai quand même l'impression que ça pourrait venir. Parce qu'on voit Brock Lesnar qui s'en sert et ça a l'air de plaire. On voit des matchs courts comme avec Goldberg qui n'ont pas eu une vague d'opinions négatives non plus si grosse que ça, donc peut-être que des matchs courts de 5 à 10 minutes pourraient être acceptés. Et on pense qu'il y a quand même des mecs comme Shinsuke Nakamura qui sont maintenant dans le roster de la WWE qui pourraient très bien en faire. CM Punk qui fait de l'UFC,
ça va pas durer très longtemps, et je pense, moi, personnellement, qu'il reviendra à la WWE, parce que la WWE, même s'il chie sur un gars quand il est pas là, ils sont totalement prêts à pardonner. Regardez Ultimate Warrior. Donc, s'il revient avec le bagage shoot style, peut-être qu'il peut proposer aussi ça à sa sauce. Je dirais que s'il y a un territoire où ça pourrait revenir, ça me paraît plus les US que le Japon, bizarrement. Voilà ce que je voulais dire sur ça. Je continue. Alors, je prends la réaction de Fabien, mais il y en a d'autres qui m'ont dit ça. Et voilà, donc, même chose pour les autres. Donc Fabien, super vidéo, ça serait génial si tu faisais plus de vidéos sur des reviews de shows, car même si, tu l'as dit, il y a beaucoup d'autres personnes qui le font, je pense que tu n'as pas la même vision du catch que ces gens-là, donc ça pourrait être très intéressant. Donc merci. Et donc je vais pouvoir annoncer à travers ce commentaire que je vais suivre. Il y en a d'autres qui m'ont donné le conseil d'essayer d'alterner entre les types de vidéos, notamment pour élargir mon audience. Bon, c'est pas forcément mon but d'élargir mon audience, mais bon, je trouve que effectivement ça pourrait être intéressant d'un peu alterner. Et donc j'annonce que je ferai la review du Royal Rumble 2017 à venir. J'ai jamais fait de review du Royal Rumble, donc je sais que j'aurai forcément un tas de trucs à dire sur le Royal Rumble match en soi. Et après à voir ce qui se passe dans le pay-per-view. Donc voilà, j'annonce que je vais le faire. Après je garantis pas que je le ferai tout de suite après le pay-per-view. Je sais pas trop la date où ça aura lieu, mais j'ai des semaines qui sont plus ou moins chargées, donc à voir. Voilà. Donc je passe ensuite. Qu'est-ce que alors c'était qui le suivant sur lequel je voulais m'arrêter? Ah oui, alors je voulais revenir sur une réaction de Prince PDC rapidement qui me dit, c'est où? Je vais pas tout relire parce qu'il fait des longs pavés à chaque fois, ce que je trouve très intéressant, mais le problème c'est que pour les lire après c'est pas sur principe. Oui. Je voulais brièvement revenir sur la notion de match parfait. 100% d'accord avec toi, donc Prince PDC qui le dit. Le premier critère de notation demeure le plaisir ressenti, et c'est bien pourquoi je regrette qu'un match fantastique mais court puisse être sous-estimé uniquement en fonction de sa durée. J'ai employé le terme parfait pour décrire la sensation éprouvée lorsqu'on a tellement aimé un match qu'absolument rien ne nous paraît superflu ou manquant. L'objectivité absolue n'existe pas et aucun match ne peut faire l'unanimité. Alors en lisant ça, ça me fait penser que quelques jours après avoir fait la FAQ, je me suis rappelé d'un match de moins de 10 minutes qui est vraiment énormissime, qui est une grosse tuerie, et que j'ai oublié de mettre dans la liste. Et là, je me rends compte que j'ai oublié ce que c'était. Alors attendez, 2 secondes, là je cherche 2 secondes dans ma... Ah ça y est, je l'ai retrouvé. C'est DDP Goldberg de Halloween Havoc 98, qui est donc génialissime. Franchement, c'est une grosse tuerie. C'est du 4,15, 4,5 à mon sens. Pour moi, c'est vraiment une grosse tuerie. C'est en plus une énorme surprise. Et je crois qu'il fait 10 minutes ou 11 minutes maximum. Voilà. Donc celui-là, je voulais le citer parce que c'est sûrement le meilleur match de moins de 10 minutes ou presque sur le sol US que je connaisse. Je dis pas ever parce que j'ai pas tout vu. Mais voilà. Et donc je voulais revenir sur le fait que effectivement la durée était vachement prise en compte parce que j'ai vu depuis l'autre jour aussi. En fait, je traîne pas mal sur un blog que je vous recommande vraiment chaudement si vous aimez les chiffres. Il s'appelle Indie Wrestling et c'est un mec qui analyse sur un blog plein de chiffres, donc des buy rates, des ratings, les nombres de spectateurs en house show, les notes de Meltzer, enfin tout un tas de trucs. Et il y a un moment tout un passage sur les notes de Meltzer. Il essaie d'analyser un petit peu. Et il a notamment fait un graphique où tu as le rapport entre le nombre d'étoiles que les matchs obtiennent et la durée des matchs. Et la courbe des deux est quasi parallèle. Alors il y en a une qui fait un peu ça, si vous voulez, et l'autre qui fait comme ça, qui va droit, parce que la durée des matchs, voilà. Et c'est quasi parallèle, donc on se rend compte qu'il y a un vrai parallélisme entre la durée des matchs et la note que Meltzer attribue à ces matchs. Alors Meltzer n'est pas tout le monde, mais on va dire que il y a beaucoup de gens qui suivent un peu quand même, de façon plus ou moins nette, ce que Meltzer pense. Je dis pas qu'ils suivent Meltzer parce que c'est Meltzer, ils vont penser la même chose. Enfin, qu'ils sont à peu près d'accord. Voilà. Donc effectivement. Alors, pour les matchs de moins de 10 minutes, pour moi, c'est pas pertinent parce que de toute façon, il y en a peu et que ces matchs-là sont souvent des matchs télé qui n'ont pas pour vocation à être excellents. Donc c'était pas très pertinent. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'au-delà de 20 minutes, c'est toujours vrai. C'est-à-dire que des main events de 20 minutes, il y en a plein, de 25 minutes aussi, de 40 minutes, etc. Et c'est toujours vrai. C'est-à-dire que si ça dure 40 minutes, ça a plus tendance à avoir une grosse note que 20 minutes. Alors que ça reste 2 main events de durée consistante où il y a moyen de faire plein de choses. Et souvent, ce sont des matchs ambitieux qui ont 20 minutes. Donc voilà. Donc ça, on va dire que ça traduit de façon objective parce que ça s'appuie sur des notes d'une personne qui est en général d'accord avec beaucoup de gens ou l'inverse. Ce que tu disais, la sensation que tu avais. Donc voilà, je voulais juste y revenir. Donc allez voir ça, je peux vous mettre le lien en dessous si vous voulez. Donc c'est Indie Wrestling, mais je mettrai le lien de cette page là où il y a ce graphique précisément en dessous si j'y pense. Faut que j'y pense, c'est pas toujours gagné. Si j'y pense pas, dites-le moi, ça peut arriver.
Ensuite, réaction suivante sur laquelle je voulais revenir. Ploppy, voilà, il est là. Alors, je lis pas tout son texte. Il me dit question que j'aurais à te poser. Je voudrais savoir si la storyline, pas pareil que la hype entourant un match ou une série de matchs, influe sur le plaisir et la note de ce match. Alors, il donne un exemple ensuite. Je vais pas tout lire parce que je vais pas faire trop long. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus qui doit s'appeler quelque chose comme doit-on prendre en compte ce qui se passe avant le match dans la note du match, un truc comme ça. Donc regarde dans les vidéos de type Q pour questions sur ma page d'accueil, ou sinon cherche dans l'historique des vidéos, tu verras une vidéo qui est exactement sur ce sujet. Pour revenir très rapidement, si t'as pas envie de t'embêter, je crois que j'avais dit en gros que, en tout cas c'est ce que je pense maintenant, mais je crois que c'est ce que j'avais dit à l'époque déjà, que je la prends en compte moi que si je retrouve des éléments de la storyline dans le match. S'il y a un match qui a une super storyline derrière, mais que le match est nul, et qu'il n'y a aucun rapport avec la storyline, je ne vais pas améliorer la note parce que j'aimais bien la storyline. Voilà. Donc moi je note vraiment le match. Bon. Après, à la WWE et tout ça, en général, les storylines sont tellement nettement mises en avant que souvent on les retrouve dans le match. Alors je crois que j'avais pris au moment de la vidéo l'exemple de Roman Reigns Triple H de dernier WrestleMania, ou peut-être pas, non, parce que je l'avais peut-être fait avant. Mais voilà, c'est un exemple flagrant où les mecs sont censés détester depuis 10 mois, et puis tu fais le match, et en fait on sent pas du tout la haine entre les deux. Donc en fait, c'est parce que la rivalité était bien que je vais monter la note du match, je l'ai pas retrouvé. Pour moi, les John Cena The Rock, qui avait eu au WrestleMania récent, je crois que tu les prends en exemple. Non, c'est pas toi qui les prends en exemple, il y avait quelqu'un d'autre qui avait parlé de ça. C'est pareil, il y a une grosse storyline, il y avait des promos, il y avait un truc de fierté dedans, je l'ai pas retrouvé tellement dans le match, du coup j'avais été très déçu. Voilà. Et du coup, je reviens à ce que tu dis en bas. Pour moi, le catch, c'est vraiment au départ une storyline avec des matchs et des segments promos qui font à chaque fois avancer cette storyline. Donc j'avais dit, je crois, dans la FAQ qu'il y avait plusieurs façons de voir les choses. Et c'est vrai que moi, je préfère que les gars gardent un maximum de billes pour les mettre en valeur dans le match. Et que si les mecs doivent tout d'un coup se mettre à se détester, autant qu'ils se mettent à se détester pendant le match. Alors que s'ils se mettent à se détester avant le match, finalement, ils commencent le match déjà en se détestant, c'est moins drôle. Alors que si ça monte, la sauce monte pendant le match, c'est marrant. Et ça, c'est plutôt la logique qu'on a au Japon depuis pas mal d'années. Peut-être un peu moins aujourd'hui, encore une fois, avec la New Japan qui change un peu son style. Et c'est pour ça, je pense, que beaucoup de gens, dont moi, dont Melzer aussi, pour une fois qu'on est d'accord, on va le dire, ont mis beaucoup de 5 stars et beaucoup de très grosses notes sur le catch japonais parce que ils en gardent énormément sous le pied pour que tout apparaisse dans le match. C'est un peu la logique actions speak louder than words. Voilà, on n'a pas la peine de dire qu'on se déteste, on va le montrer dans le match. Voilà. Donc voilà un peu aussi pourquoi, parce que j'entends souvent des gens qui disent ouais, les gens qui mettent plein de notes sur le catch japonais parce que c'est des hipsters qui veulent se la jouer. Moi j'aime des trucs obscurs. Non, ça vient de ça aussi. Et d'autres choses, notamment le fait qu'à la au Japan ils avaient tous été formés en même temps sur le même diapason et donc ils n'avaient pas besoin de. Enfin, quand un mec démarrait une storyline ou un storytelling, les autres suivaient et c'était naturel et donc c'était génial. Mais bref, j'en parlerai dans les vidéos sur les années 90 sur le catch japonais. Je continue. Qu'est-ce que je voulais faire après? Alors, réaction de Ardennais 01. Ouais, elle est là. Ardennais 01. Plus de vidéos sur les années passées au Japon parce que je ne connais pas du tout et ça me permet d'apprendre des choses. Je suis en train de reprendre ce que j'avais arrêté pour faire les années 90, finir les années 90 du catch US, donc WCW notamment. J'ai terminé de regarder les années 90 pour le catch US. Donc là, je suis en train de reprendre les années 90 pour le catch japonais. Je m'étais arrêté à 95 inclus. Donc là, je reprends à 96, tout juste là. Là aujourd'hui, pour être exact. Et donc, je pense que je vais reprendre aussi ces vidéos-là. Je m'étais arrêté à 92 pour New Japan, All Japan. Je pense que je ferai 93 pour tout le catch japonais, même si ça parlera que de quelques fédérations en réalité et pas de toutes les fédérations du catch japonais. Donc, je reprendrai avec ça. Donc, voilà, reste attentif. Ça va venir avec 93 dans le catch japonais prochainement. Et principalement New Japan, All Japan, évidemment. Et enfin, dernière question de Sanity. Est-ce que tu peux me dire en quoi tu trouves le match entre John Cena et Jay Styles de SummerSlam bon, pour ma part, les prises finisher n'ont aucun impact. Styles fait une prise bien stiff ou un finisher ou un spot puis Cena se dégage. Puis Cena fait une prise bien stiff ou un finisher ou un spot puis Styles se dégage. Et ainsi de suite. Personnellement, un match où les catcheurs se font des grosses prises à toi à moi m'enlève du match et je n'y crois plus. Ça rejoint ce que j'avais dit concernant le match Steve Austin Triple H, le Three Stages of Hell, où effectivement moi aussi c'est ce qui m'avait gêné. Mais tu vas voir que là j'ai une différence à te souligner. Alors j'ai regardé la majorité de tes vidéos et c'est vrai que qu'apprendre que tu mets 2 étoiles plus à ce match me surprend. Alors ça écrit 2 étoiles plus, mais je sais que YouTube a du mal. Quand on écrit 4 étoiles, il en met 2. Enfin bon bref. Donc je suppose qu'il voulait dire 4 étoiles plus. J'ai vu le match 2 fois et cette deuxième fois m'a encore plus déçu. Les deux me donnent tout, mais au final ça passe mal ou très mal. Je dois admettre que les transitions, timing, etc. sont bien gérées et passent bien, mais ce sont les seuls bons points du match dans mes souvenirs. Merci de me répondre car ta réponse m'intéresse.
il ajoute cette question pour rejoindre la deuxième question que je t'ai posée, ou peut-être ton plaisir a pris le dessus sur la qualité que tu lui donnes. Alors évidemment, clairement, mon plaisir a pris le dessus sur la qualité que je lui donne parce que je ne note en aucun cas la qualité du match. De toute façon, ma note, c'est mon plaisir face au match. Et après, l'idée, c'est d'expliquer ma note en essayant de comprendre pourquoi j'ai kiffé ou non. Voilà. On retombe un peu toujours sur les mêmes choses pour que vous puissiez éventuellement y accorder de l'importance à ma note. Mais si je vous balance ma note comme ça, point barre, ça veut rien dire. Et pourquoi je considère que je note pas la qualité? Parce que si on part par là, je répète rapidement ce que j'ai déjà dit, on doit être capable de mettre 5 stars à un squash qui serait parfait en tant que squash. Parce que la qualité du match en tant que squash est parfaite. Alors après, moi, j'ai pas envie de mettre 5 stars à un match comme ça parce que ça fait pas partie de mes matchs préférés, parce que je pense qu'il me faut quand même un minimum d'impression de compétitivité pour que ce soit parmi mes matchs préférés. Certains vont me dire, oui, alors la qualité prend en compte aussi le style de match, et squash, c'est pas des matchs de qualité, donc on prendra pas en compte, machin. Mais pour moi, après, ça devient extrêmement arbitraire, donc subjectif, de choisir les critères en fonction de ce qu'on a envie, etc. Et on va se retrouver à faire ce dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire à choisir un match, une durée minimum, une durée maximum, et trucs comme ça, machin. Donc, voilà, moi, mes notes, c'est juste mon plaisir face au match. Alors pourquoi j'ai plutôt bien aimé John Cena et Jay Styles, et pas aimé d'autres matchs de ce style. Enfin, je dis plutôt bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai revu pour l'occasion, du coup. Premier visionnage, j'avais mis 4, et là, je mettrais plutôt 3, 3 quarts, 4. Je baisse un poil, on va dire. Genre, j'avais mis 4, 4 plus, et là, je mettrais plutôt 3, 3 quarts, 3, 3 quarts plus. Oui. Donc, dans ces eaux-là. En fait, je tourne ma feuille. Déjà, je trouve qu'il est compact, contrairement à Triple H Steve Austin, qui est trop long. Et donc, ça se barre, ça vire en bouillie pour moi à la fin. Là, lui, AJ Styles John Cena, je trouve qu'il est compact. Ça dure pas trop longtemps, il n'y a pas trop de moves superflus, l'attention du spectateur est toujours gardée comme ça, etc. Le deuxième truc, et c'est important, et tu en as parlé toi-même, je trouve que les transitions sont très bien. C'est-à-dire que je fais une énorme différence entre un mec qui porte son finisher, l'autre fait kick out, et le gars retente son finisher, et là, le mec qui n'a pas été capable de contrer le finisher la première fois quand il n'était pas trop stun, arrive à le contrer la deuxième fois alors qu'il est censé être plus stun. Ça, je trouve ça débile. Bon. Donc quand ce mec-là arrive à faire le contre alors qu'il est censé être stun machin truc, je trouve que ça fonctionne mal. Là, c'est pas trop ce qu'ils ont fait. Je trouve que les transitions, c'est ça les transitions, c'est entre un moment où un mec est dominé et il arrive à reprendre la domination, sont plutôt bonnes. Je suis d'accord avec toi, assez créatives dans le style et cassent pas trop l'idée de selling derrière. Alors après, il reste qu'il y a des kickers de la mort, notamment un. Ce que je trouve pas trop mal, c'est que le gros kicker de la mort, il y en a qu'un et donc il y a qu'un seul lutteur qui en fait. Ça me gêne beaucoup plus quand les deux lutteurs font des kickers de la mort, un coup c'est toi, un coup c'est moi, un coup c'est toi, où là ça boursoufle le truc. Si c'est qu'un gars qui le fait, ça peut servir au déroulement du match, et c'est exactement ce qui se passe. S'ils n'avaient pas eu ce kicker de la mort sur le attitude adjustment de la troisième corde de John Cena n'aurait pas pu faire le mec écœuré, et la victoire de AJ Styles, on n'aurait pas eu l'impression qu'il a été la chercher au bout de lui-même parce qu'il a plus d'envie, parce qu'il a plus de fighting spirit que John Cena, qui est peut-être un petit peu installé en main event. Je pense que c'est toutes ces idées-là qu'ils ont voulu faire passer. Et du coup, je trouve que ça n'a pas été abusif. C'était utile par rapport à ce qu'ils ont voulu faire passer. Et quand tu vois après AJ Styles sur la rampe avec son signe comme ça, qui est un peu bouffi, il a l'air d'en avoir chié pour aller la chercher, je trouve que ça donne quand même quelque chose. Donc ça a été utile. Après, il ne faut pas en abuser. Mais bon, ça reste SummerSlam, tu peux en faire un, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus horrible. Je sais plus si je l'ai dit, mais je trouve que globalement, le match me paraît très accroché. C'est-à-dire qu'on a l'impression que pour mettre un big move, les big moves dont tu parles, il faut quand même en chier, etc. Après, il faut comprendre que si t'aimes pas ce style-là de catch, du manière générale, le catch US, c'est pas fait pour toi, en tout cas le catch US récent, parce que la logique du catch US depuis fin des années 90, c'est quand même de mettre le focus sur le lutteur qui attaque. Donc si un mec fait, je l'ai déjà dit mais je le répète rapidement, par exemple un finisher, et derrière il fait un leg drop ou un truc tout con, les gens vont pas croire que ça va faire le finish, parce qu'ils vont se dire le dernier move c'est un leg drop. Alors que pourtant on rajoute un move à un move qui était déjà violent, donc ça peut pas faire de mal, quoi, tu vois. Donc voilà. Et donc souvent ils sont obligés de faire beaucoup de big moves pour garder cette idée que chaque move peut faire gagner le match. Parce qu'un petit move qui passerait par là, il n'aura pas d'impact. Parce qu'on porte l'attention sur la dernière action de mec qui attaque. Et le catch japonais est peut-être fait pour toi, puisque, notamment old school, mais le catch US old school marche aussi un petit peu, puisque un mec qui aurait pris un big move, par exemple un German, s'il fait un kick-out de la mort, l'autre il peut très bien choisir de lui mettre juste un elbow pour finir. Misawa gagne son premier titre Triple Crown en faisant un elbow à Star Hansen. Il gagne grâce à un coup de coude.
Mais il n'a pas mis qu'un coup de coude dans le match, mais c'est la goutte d'eau, le coup de coude. Et ça évite ce côté, on fait plein de gros moves. Une fois que tu as porté un big move, tu as pris un avantage qui fait qu'après, tu n'es pas obligé de remettre des gros moves. Et automatiquement, ça crée des choses. Et je trouve que c'est plus facile de faire un bon match comme ça, parce qu'on tombe moins dans ce que tu dis. Alors je trouve qu'ils ne sont pas trop tombés dans le panneau, mais effectivement, quand ça tombe, ça peut être gênant. Alors justement, lien direct avec ce dont je vais parler maintenant, le sujet de cette vidéo, à savoir le match entre Kenny Omega, ça sonne mal ça, Kenny Omega et Kazuchika Okada, donc de Wrestle Kingdom 11. Alors, je vais tout de suite couper court à tout suspense. Hein. J'ai trouvé le match très bon. Voilà. J'ai trouvé le match très bon, un peu d'ailleurs sur les mêmes choses que Cena Styles, avec l'idée que c'est compact en moins, ça on oublie, c'est pas compact, mais c'est pas grave. Les 47 minutes passent quand même plutôt bien, donc ça c'est pas le problème. Maintenant, même si je l'ai trouvé très bon, pour des raisons assez similaires au AJ Styles John Cena, c'est-à-dire le côté que ça a l'air accroché, il y a pas mal de teasing sur des big moves, pas trop de big moves finalement. Bon, voilà, j'y reviendrai sur les points forts éventuellement, mais je pense que les points forts du match, tout le monde en a conscience. Alors quand je dis très bon, juste à vue de nez, pas au point de mettre 5 stars, ni même évidemment 6 étoiles, parce que là je vois pas la logique de mettre 6 étoiles. J'y reviendrai vite fait, parce que c'est anecdotique hein, l'histoire de la 6 étoiles, mais je comprends pas la démarche. Mais bref. Pas au point de mettre ça, je mettrais plutôt 3-3-4 là aussi. À Kenny Omega, Kazuchika Okada. Plutôt 4. Faudra que je le revoie, je l'ai vu qu'une seule fois celui-là. Donc ceci dit, voilà, ça se trouve je vais le redévaluer. Voilà. Alors en fait moi, le sentiment que j'ai, quand j'y repense là, c'est que j'ai l'impression que c'est un match avec une suite de il y en a vraiment plein, de super séquences. Alors quand je dis séquences, ça recoupe autant des moments de match où les mecs ils ont un acting qui crée des situations un peu dramatiques en elles-mêmes, ou des séquences de moves qui aboutissent à un énorme move ou un spot avec la table par exemple, etc. Donc ce que l'on entend par séquence, c'est pas juste un spot de quelques secondes, c'est des blocs de match de par exemple 5 minutes. Carrément. C'est pas juste une séquence de moves de non plus quelques secondes. C'est des blocs de match de 5 minutes. Et si vous voulez, j'ai l'impression que j'ai eu plein de blocs de 5 minutes de très bonne qualité. Donc ça fait un très bon match à l'arrivée, mais déconnectés les uns des autres. C'est là le bémol principal. Et moi je sais que par expérience, j'embarque beaucoup plus dans un match où on a plein de choses qui sont peut-être pas exceptionnelles en elles-mêmes, mais qui mises bout à bout, enchaînées les unes aux autres, je vais expliquer comment, m'amènent beaucoup plus loin en fait. Parce que je reste dedans et je suis porté comme ça. Alors que là, quelque part, il y avait des trucs qui étaient bien, et puis on contredisait ces trucs-là pour partir sur autre chose, qui était bien aussi, mais voilà, c'est pas le même ressenti, et je sais qu'avec moi, ça marche moins bien. D'où ma note qui est peut-être plus faible que celle de pas mal de gens. Alors, je vais justifier ça avec quelques exemples du match, notamment, probablement, mon moment du match préféré, moi, c'est quand il y a un moment donné, alors je sais plus ce qui s'est passé juste avant, mais c'est un peu d'ailleurs un symptôme de ce que je suis en train de raconter. Il y a Kenny Omega qui est à genoux, et Okada qui est debout. Alors Kenny Omega vient de prendre un big move, je sais plus quoi, et il met des coups de poing dans le ventre de Okada, mais on a l'impression qu'il a pas de force. Il a la volonté d'essayer de continuer à se battre, mais il a plus la force, il est trop mort, quoi. Et t'as Okada qui le regarde de haut, genre le dominant total, qui a même pas besoin de s'énerver, il laisse le mec mettre ses coups, il en a rien à foutre, ça y est, les jeux sont faits, t'as fait kick out de mon move, mais je t'en remets un et c'est terminé. C'est la fin, mec. Ouais, c'est un peu ça qu'il dit, mais sans parler. C'est un peu l'art aussi du catch, c'est de faire passer les idées sans parler. Et je trouve que l'acting des deux gars était fantastique d'ailleurs à ce moment-là, et d'une manière générale sur tout le match, et des deux gars. J'ai vu beaucoup de gens louer le jeu d'acteur d'Omega machin. Omega c'est un peu plus un jeu d'acteur à la Shawn Michaels, c'est-à-dire très exubérant. Okada c'est peut-être plus dans la finesse, plus genre Bret Hart. Et moi j'aime peut-être plus le jeu d'acteur d'Okada dans ce match. Je trouve qu'il joue très bien le mec qui se remet du fait d'être stun. Il joue très bien. Après, il y a autre chose. Faut pas faire la confusion entre acting et selling, ça j'y reviendrai. Et donc oui, il y a ce moment-là. Et donc Okada, donc il le regarde de haut, il essaye même pas d'esquiver les moves. Omega met des petits coups de poing de merde. Et comme il est en galère complète, il met le doigt dans les yeux de Okada. Et là, ça énerve Okada un petit peu, qu'il lui met un gros drop kick qui fait valser Omega jusque dans l'autre bout du ring. Et donc, je trouve que ce moment-là, ça doit durer 30 secondes, hein. J'ai trouvé que c'était vachement bien, quoi. Ça mettait en place une situation de match sur laquelle il pouvait créer des choses. Le truc, c'est que derrière, Omega va reprendre l'avantage pour passer au bloc suivant, si vous voulez, de séquence suivante, sur rien. C'est-à-dire que je crois, de mémoire, hein, ça va être un truc, genre, Okada doit tenter un truc avec une prise d'élan, Omega doit esquiver ou lever la jambe, et paf, et puis après Omega il se met à courir, et ça y est, il a retrouvé des forces et tout. Et c'est con, parce que c'était vachement bien comme moment.
Mais en fait, le moment d'après, c'est pas qu'il est pas bien, c'est qu'il est déconnecté de celui-là. Et c'est pas non plus Spotfest, parce que c'est pas des secondes intéressantes avec entre les deux des minutes de merde, c'est des blocs de 5 minutes intéressants, mais déconnectés les uns des autres. Vous voyez la différence que je fais? Enfin, je pense que je suis explicite. Et au contraire de matchs, par exemple, de la All Japan des années 90, avec lequel les matchs Okada Tanahashi et Okada, donc Omega maintenant, sont parfois comparés, c'est que au niveau des blocs de 5 minutes, on peut même pas en distinguer vraiment des matchs de Misawa Kawada, par exemple. Ils font rarement des trucs incroyables au final, si tu regardes bien. Mais tout ce qu'ils font se fait, en gros, c'est il se passe ça, et du coup il se passe ci. Et comme il se passe ci, lui il fait ça. Et comme lui il fait ça, alors l'autre il fait ci, etc. Tout est lié comme ça. Et là, c'est pas le cas. Et il y a même des trucs débiles dans le match. Mais voilà. Et le début du match est vide, carrément. C'est-à-dire que c'est le même défaut, mais sans la qualité de bloc de 5 minutes de qualité, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au début du match, il n'y a pas non plus ce liant-là qui est le selling. À un moment donné, c'est quand même le meilleur ciment que tu puisses utiliser pour mettre toutes tes briques de match ensemble, si tu veux. Super métaphore, je viens de l'inventer. Voilà. Et du coup, pour moi, il n'y a pas réellement de storytelling sur l'ensemble du match. Tu as des bouts de storytelling par-ci par-là qui traînent, mais encore une fois, déconnectés les uns des autres. Mais je trouve qu'ils ont été tellement bons dans leur jeu d'acteur qu'on arrive quand même à comprendre ce qu'ils sont en train d'essayer de nous faire comprendre au moment où ça se passe. Maintenant, le mec qui fait qu'il a mal au dos super bien, parce que c'est un bon acteur, Okada, mais qui, dès qu'il a l'avantage, il a plus mal au dos, puis dès que l'autre tu tapes dans le dos, il fait style qu'il est paralysé, ça marche une fois, deux fois, mais au bout d'un moment, tu n'y crois plus, quoi. Donc bon, il y a une limite aussi à ça qui fait que ça peut vite devenir de la merde. Mais ça m'a plus gêné l'année dernière avec le Okada Tanahashi. Okada se mettait à courir comme un lapin, alors qu'il était censé avoir mal à la jambe, etc. Ça, c'était un peu con. Voilà en gros le sentiment que j'ai sur l'ensemble du match. Voilà. Après, je vais insister quand même aussi sur le fait que je trouve que les 20 premières minutes, elles sont assez vides, parce qu'il n'y a pas cette qualité-là de séquence, et il n'y a pas non plus ce lien. Et je vais pas dire que je me suis fait chier comme un rat mort sur les 20 premières minutes, mais presque. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai vu plein de gens mettre des 5 stars à ce match-là, en soulignant qu'ils avaient trouvé les 20 premières minutes faibles. Du coup, j'ai noté un peu tout ce dont je voulais vous parler. Ce qui est marrant, je voulais souligner ça, c'est que je pense que les gens, quand ils notent un match, si les 2 dernières minutes sont à chier, ils vont dévaluer violemment la qualité du match, et pas mettre une bonne note. Je pense que ça sera 4 maximum. Pour les 2 dernières minutes, faibles. Par contre, si les 20 premières minutes sont faibles sur un match de 47 minutes, c'est-à-dire quasiment la moitié quand même, on est entre un tiers et la moitié du match, ça gêne pas la note, puisque les mecs se permettent quand même 5 stars. Il y a quand même une matière à réfléchir à ça. Moi, personnellement, je préfère un match qui est génial pendant 40 minutes et qui a 1 minute de merde à la fin, que l'inverse, où tu as 20 minutes pourries et puis 20 génial à la fin. Vous voyez ? À l'arrivée, il y en a un qui m'a intéressé 40 minutes et qui m'a fait chier pendant une, et l'autre qui m'a fait chier pendant 20 et qui m'a intéressé pendant 20. Bon, c'est vite fait. Donc c'est sûr que le finish c'est important en mille quand même, parce que c'est le point final de tout ce que tu as construit. Mais c'est pas forcément le plus important. Voilà. Donc ça je voulais le souligner parce que j'ai trouvé ça complètement contradictoire. Les avis que je suis en train de vous dire, c'est souvent des avis que j'ai vus sur Cage Match, qui est un site de ressources sur le catch, qui est excellent en tant que ressource sur le catch. Enfin, moi j'y vais tous les jours sur le site quasiment. Et beaucoup de gens me laissent leur avis sur les matchs, et quand vous lisez les avis, vous avez un peu la raison pour laquelle les gens ont aimé le match. Et donc je vais venir à ce qui me gêne le plus concernant ce match, et qui fait notamment que je voulais vous faire cette vidéo. Parce qu'en fait, ce qui me gêne concernant ce match, c'est pas que des gens en mettent 5 stars, ou même 6 stars, s'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Que des gens aiment ce match, ça me pose pas de problème. Ce qui me gêne, c'est quand ils disent que le match est excellent, avec une espèce de ton objectif, sous-entendu, tout le monde devrait aimer le match parce que objectivement il est génial, et notamment en mettant une suite de superlatifs pour dire il est génial parce que techniquement c'était génial, il y avait de la dramaturgie, machin truc, et que dans ces superlatifs il y ait le storytelling est excellent, le selling est excellent. Et il justifie pas qu'il est excellent ou non, tu vois, il dit juste ça. Et ça me gêne de la même manière que je pense que ça gênerait des gens que je dise Steve Austin Bret Hart de la WrestleMania 13 c'est génial parce que les move high fly sont à couper le souffle. Il n'y a pas de move high fly, il n'y a pas de high fly, donc c'est débile. Là, le storytelling, c'est clairement pas un élément où il y a une qualité spécifique. C'est pas non plus à chier par terre à ce niveau-là, mais c'est pas un trait saillant du match. Après, on peut faire des bons matchs sans, certainement. Enfin, ça dépend des gens. Pour certains, ça sera pas forcément un levier indispensable. Pour moi, certainement oui. Mais voilà. Mais clairement, ça me paraît pas acceptable que quelqu'un dise le match est génial parce que le selling est bon, par exemple. Le selling, il est pas bon. Alors, je pense que les gens qui entendent par selling ce que moi je dis par acting, c'est-à-dire le fait de bien jouer la douleur ou quoi.
Mais pour moi, le selling, c'est le fait que ça se retrouve sur une durée. Donc je fais la différence entre le bien jouer la douleur et que la douleur en question, que la blessure en question vienne impacter le match sur 10, 15, 20, 30 minutes. Voilà. Donc voilà, mais clairement le storytelling, si les gens trouvent que le storytelling est excellent dans ce match-là, quel superlatif ils vont utiliser pour parler de match. Encore une fois, je prends ça comme exemple en comparaison, de match de la All Japan des années 90 où le storytelling est quand même, à mon sens, assez nettement supérieur, mais de façon assez visible. Mais par contre, au niveau de des movesets qui vont effectuer, des séquences de contre et tout ça, c'est souvent moins bien. C'est moins rapide, etc. Enfin voilà, il y a des choses en moins. Bon. Voilà, c'est. Je trouve ça bizarre en fait. De faire cette liste d'arguments. Et donc, voilà, ça c'est ce qui m'embête le plus sur ce match. Que les gens aiment, c'est pas mon problème, mais qu'ils aiment en disant parce que si ça est excellent et que ces si ça soient des choses qui sont effectivement pour tout le monde excellentes. Si vous savez par contre, je vous le dis, ce sera à méditer à l'avenir, que des gens vont pas forcément être d'accord avec vous sur le fait que le storytelling de tel match est excellent, bah vous contentez pas de dire le storytelling est excellent parce que vous avez toutes les chances de voir des gens qui disent ouais, bah, qu'est-ce qu'il raconte lui. Et c'est ce que je dis là, non seulement ce que j'ai vu sur Cage Match beaucoup, mais c'est aussi ce qu'a fait Dave Meltzer, parce que j'ai écouté un bout de son émission de radio là, qu'il a, où il allait justifier éventuellement sa note de 6 étoiles, j'étais quand même curieux d'entendre ça. Et il a fait comme les mecs sur Cage Match, c'est-à-dire qu'il a dit le match avait tout. Et il a dit, voilà, il a énoncé ce qu'il entendait partout, et il a dit tout était génial. Et voilà. Et t'es là, ok, bah, si je suis pas d'accord avec toi, je vais dire quoi, le match avait rien, et puis on s'arrête là. Ça peut être peut-être intéressant de. Bon. Et bon. Voilà, donc ça me perturbe beaucoup que des gens trouvent que le storytelling de ce match soit excellent. Bah. Ça va pas avec ce que moi j'ai dit. Alors peut-être que vous n'êtes pas convaincu par ce que j'ai dit sur le fait que c'était des blocs de 5 minutes, ou hein, je dis 5 minutes, hein, c'est pour grossir le trait, hein, mais ça peut être plus ou moins 5 minutes, qui étaient très bons, mis bout à bout, mais un peu de façon déconnectée. Alors justement, autre chose que je voulais vous dire sur ce match. Je me pose la question, est-ce qu'ils n'auraient pas, Omega et Okada, et si je pouvais parler à Ken Omega, je lui poserais la question, est-ce qu'ils n'ont pas construit leur match aussi en pensant justement ces morceaux de 5 minutes, là, dont je vous parle, ces blocs. C'est-à-dire, ils se disent, bon, on va faire un spot avec une table, parce que ça fait pas de mal dans un match. Maintenant, on va pas dire juste, on fait un spot avec une table. On va voir comment on l'amène, et on va faire une séquence plus ou moins planifiée de 5 minutes, qui finit par nous amener au spot de la table. Donc en gros, quand est-ce que je sors la table? Pourquoi? Comment tu reviens dans le match? Comment tu fais pour m'éjecter moi sur la table alors qu'au départ c'était moi qui devais t'y mettre, etc. Tous les teasings qu'on va faire sur la table. Et pour moi, tout le moment à partir du moment où ils sortent la table jusqu'au moment où ils pètent la table, il doit y avoir 6, 7, 8 minutes peut-être, c'est un bloc qui se tient et qui est super bien. Mais une fois que la table est pétée, finalement on passe à autre chose. Alors ça démarre éventuellement une domination d'Okada, mais il n'y a pas forcément de transition, etc. comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc je pense qu'ils ont construit le match comme ça. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va faire... on a 45 minutes, donc les 15 premières minutes, on meuble, on voit. Au bout de 15 minutes, tu vas faire ce spot-là. Après ce spot-là, on va faire tout ça. Donc 5 minutes. Ok. Une fois qu'ils sont arrivés aux 5 minutes, qui sont très bonnes en elles-mêmes, hein, les 5 minutes, elles se tiennent, elles amènent à quelque chose, on fait tout ça, etc. Je pense qu'ils ont fait le match comme ça. Et ça serait intéressant de le revoir. Moi, je ne l'ai pas encore revu. Et si je le revois, je penserai à ça. Et je vous invite à faire de même. Mais je pense qu'ils ont construit le match comme ça à l'avance. Et que quelque part, je ne vais pas dire leur incapacité, mais leur absence, on va dire, comment dire ça? Le fait de ne pas forcément jouer sur le storytelling et la psychologie et le selling pour créer quelque chose qui lie chaque situation de match les unes avec les autres, etc., fait qu'ils n'ont pas forcément fait trop gaffe aux transitions. Et ils ont fait ça comme ça. J'en ai parlé tout à l'heure, je donne un exemple avec le moment où Omega avait l'air la rue et puis il est revenu sur un peu rien. D'une manière générale, de toute façon, sur le match, le selling n'est pas spécialement bon. Là, c'est pareil, les gens qui me disent que le selling est génial. Donc, comme j'ai dit, hein, les mecs font style qu'ils ont mal au dos. Les deux. Okada, il fait le mec qui est paralysé et puis finalement il y revient. À un moment donné, Omega n'arrive pas à mettre Okada sur la troisième corde. Parce qu'il a mal au dos, il va courir, il va faire tout ce que tu veux après sans problème. Il va le prendre sur ses épaules, enfin bon bref. À un moment donné, si tu n'arrives pas à le mettre sur la troisième corde, tu vas pas le prendre sur tes épaules pour tenter un move, quoi. Parce que tu le gardes sur le poids du gars sur ton dos, alors bon, à voir. On va pas non plus chipoter, mais voilà, on peut pas dire que le selling était quelque chose sur lequel ils aient appuyé pour faire la qualité du match. C'est ça que je veux dire.
Après que ce soit horrible non plus. On va pas non plus. Je pense pas que c'était horrible. C'était ni bon ni mauvais. C'était voilà. Je trouve à la limite. Parce qu'il n'y a pas eu de truc absolument abusé. Ah si, il y a eu un truc abusé. Il y a eu ce moment où les deux sont KO, à genoux, et ils commencent à se mettre des coups de coude. Et trouvez ça aussi con que vous voulez, mais quand même, au fil des coups de coude qui se mettent, les mecs sont de plus en plus réveillés et se relèvent et sont de plus en plus virulents. C'est pas un peu le contraire qui devrait se passer, c'est-à-dire les mecs commencent pleine balle et au fil des coups de coude, et puis ils sont de plus en plus en galère. C'est ça qui devrait se passer. C'est du selling à l'envers, donc c'est complètement débile. Mais bon, ça n'a pas l'air d'avoir choqué grand monde. Donc, je vous dis, voilà, je considère que le selling n'est pas un point fort du match, absolument pas. De là à dire que c'est un point faible, bon, ça m'a pas non plus choqué trop souvent, ça m'a pas fait sortir de quelques beaux moments de match que ça, donc voilà, je nuance quand même. Et voilà. Et alors le dernier truc dont je voulais parler, je pense que mon avis quand même il est relativement étayé maintenant, c'était concernant Melzer précisément et notamment la note de 6 étoiles. Alors c'est anecdotique, je pense qu'il a mis 6 étoiles en se disant bon, je vais marquer le coup, etc. etc. Maintenant, c'est peut-être anecdotique, mais c'est quand même très con, parce que si tu réfléchis, Melzer, il y a beaucoup de gens qui le suivent. Et que comme ils le suivent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, ben, je peux mettre 6 étoiles aussi. Et j'ai constaté un truc, c'est que j'ai jamais vu autant de gens mettre 6 étoiles à un match. D'ailleurs, j'avais jamais vu quelqu'un mettre 6 étoiles à un match avant. Et sur ce match-là, il y a plein de gens qui mettent 6 étoiles. Alors, à tous les gens qui pensent que Melzer, c'est juste un fan de plus qui donne ses notes, et c'est vrai qu'il ne faut pas le prendre au sérieux, j'aurais envie de leur dire, bah si, parce que regarde un petit peu comment il influence les gens. C'est quand même pas un hasard que tout le monde se mette à mettre 6 étoiles sur un match le jour où Melzer aussi met 6 étoiles. C'est-à-dire que tout le monde, tout d'un coup, met 6 étoiles. Alors que jusqu'à maintenant, c'était comme si c'était impossible. Et autre chose assez marrante, c'est que 6 étoiles, oui, 5,5, personne. 5 3 quarts, personne n'a mis 5 3 quarts. C'est-à-dire que tu peux faire par quart de point jusqu'à 5, puis quand tu arrives à 5, après c'est 6. Voilà. C'est très con en fait. Et c'est con de la part de Melzer parce que ça. Deux choses. La première, c'est que ça le fait passer pour un fanboy, plus qu'autre chose. Donc ça, c'est un peu dommage de sa part, mais ça, moi, je m'en fous. Mais la deuxième, c'est que je vous dis maintenant, on va avoir un peu la tendance à considérer que ça va jusqu'à 6. Donc moi, je vous le dis tout de suite, mes notes vont jusqu'à 5 et iront toujours jusqu'à 5. Voilà. Parce que j'ai toujours fait comme ça, et que si je change tout d'un coup, il faudrait que je réévalue tout ce que j'ai évalué depuis que je commence à noter. C'est-à-dire en gros depuis 2008-2009, il me semble. Ou 2010. J'ai commencé à mettre des étoiles à cette époque-là. Voilà. Et ça, je trouve ça un peu bête. Mais ça permet de voir, c'est un bon, un bon baromètre pour voir que, bah, effectivement, il influence énormément de gens parce que plein de gens, du coup, se sont sentis capables de mettre 6 étoiles et donc ils l'ont fait. Donc ça, je trouvais ça intéressant à souligner. Et l'autre truc, c'est que Melzer, lorsqu'il a mis sa note, il a rajouté un commentaire. Des fois, il met une petite ligne. Et dans l'extrait vidéo de ça en émission de radio aussi, il parle de ce match avec une notion d'objectivité. Et donc je trouve que les deux vivent mal ensemble. C'est-à-dire que si tu mets 6 étoiles et que tu te veux objectif, ça fait bizarre. Et je trouve que ça aussi c'est un truc qui souvent me gêne. C'est des gens qui mélangent la façon d'être objectif, c'est un peu le côté journalistique, Melzer c'est un peu ça, et le côté je vais dire si j'ai kiffé ou non. Où on est très très subjectif pour le coup. Voilà. Et c'est exactement ce qu'il a fait, donc voilà. Donc, bon, si c'était une fois de plus pour dire que Melzer me fait chier, bah, c'était l'occasion. Voilà. Donc j'écoute vos réactions concernant tout ça. Je m'arrête là. Prochaine vidéo, je ne sais pas quand, peut-être la semaine prochaine. Il y a des chances, tiens. Parce que je crois que jeudi, bon bref. La semaine prochaine, j'aurai moins de travail normalement la semaine prochaine, donc je devrais pouvoir faire une vidéo. Donc voilà. J'arrête là. J'écoute vos réactions concernant le match, et puis éventuellement, si vous avez des questions ou des compléments, peut-être que en début de vidéo prochaine, je compléterai éventuellement avec vos questions. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine. Bye.